Je me souviens encore du jour où j'ai signé les papiers. Il pleuvait doucement sur le bureau du notaire et l'odeur du papier humide se mêlait à celle du café froid. Devant moi, il y avait la photo encadrée de mon mari défunt, Antoine, que j'avais glissé dans mon sac comme un porte-bonheur. C'est lui qui avait construit cette maison de campagne, pierre après pierre, avec des mains trop grandes pour manier les outils, mais un cœur trop tendre pour renoncer. Elle n'était pas qu'une maison, c'était notre refuge, notre été, notre rire. Chaque pièce portait encore son empreinte. Le parquet qui craquait sous ses pas, la petite terrasse où il lisait le journal en silence, les volets qu'il peignait chaque printemps d'un bleu pâle, un peu délavé. Lorsque ma fille unique, Élise, m'a annoncé son mariage, j'ai senti qu'un chapitre se refermait. Elle avait 30 ans, des yeux pleins d'espoir et cette façon de se pencher vers son mari, Thomas, comme s'il détenait la clé du monde. J'ai voulu croire à ce bonheur. Peut-être trop fort. Alors, quand ils ont commencé à chercher une maison pour fonder leur famille, j'ai eu cette idée qui m'a semblé lumineuse. Leur offrir la nôtre. Pas la vendre, non, la leur donner. C'était un geste d'amour, un héritage vivant. J'avais pensé à tout. La fiscalité, les papiers, les signatures. Le notaire m'avait même demandé si j'étais certaine de ne pas vouloir garder l'usufruit. Vous savez, Madame Lemoine, une donation est un acte définitif. J'avais souri. Je ne donne pas une maison, monsieur. Je donne un avenir. Il a levé les yeux, a tamponné le dossier, et j'ai signé. À cet instant précis, je me suis sentie légère, comme si je déposais un fardeau de solitude pour le transformer en promesse. La première fois qu'ils y sont allés, j'y étais encore. Nous avions ouvert les fenêtres, l'air sentait le foin et la terre humide. Élise avait tourné sur elle-même au milieu du salon, les bras écartés. « Maman, on dirait un rêve. » Thomas filmait avec son téléphone, commentant chaque pièce, comme s'il faisait une visite d'agence. Je riais. J'étais heureuse. Ils ont passé la première nuit là-bas, et moi je suis repartie pour la ville avec la sensation d'avoir fait quelque chose de juste. Les semaines suivantes, elle m'envoyait des messages. On repeint la chambre du fond, on a trouvé des rideaux à fleurs, tu vas adorer. Thomas veut faire un potager. Puis, petit à petit, les messages sont devenus plus rares. Je me disais qu'ils étaient simplement occupés, qu'ils vivaient leur vie. Mais un matin, en rangeant mes papiers, j'ai retrouvé la copie de la donation. Et j'ai remarqué quelque chose que j'avais oublié. La clause d'usage, celle qui disait que, jusqu'à ma mort, j'avais le droit d'y séjourner quand bon me semblait. Ce détail, je l'avais ajouté à la demande du notaire, presque machinalement, sans y penser vraiment. Sur le moment, j'avais souri en imaginant que jamais je n'aurais besoin de m'en servir. Les mois ont passé. Les appels se sont espacés. Quand je parvenais à joindre Élise, elle semblait fatiguée, distraite. Je lui demandais si tout allait bien. Elle répondait toujours oui, mais sa voix manquait de chaleur. « On s'adapte », disait-elle. Un jour, j'ai proposé de venir passer un week-end. Elle a hésité. « Peut-être plus tard, maman. Il y a du monde à la maison en ce moment. » Cette phrase m'est restée en tête, accrochée comme une écharde. « Du monde ? Quel monde ?» J'ai essayé de ne pas insister. « Une mère doit savoir laisser respirer ses enfants », disait souvent Antoine. Alors j'ai attendu. J'ai tricoté des couvertures pour un petit-fils que j'espérais bientôt. J'ai rangé des photos dans des albums. J'ai même repeint ma cuisine pour ne pas trop penser. Mais la solitude avait une façon de se glisser entre les objets, de s'asseoir sur la chaise d'en face à l'heure du dîner. Et chaque soir, je regardais la photo de la maison de campagne accrochée au mur, en me demandant si tout allait vraiment bien là-bas. Puis, il y a eu cet appel, un soir de juin. Élise m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir pour mon anniversaire. Sa voix tremblait un peu. Derrière elle, j'ai entendu du bruit, des voix masculines, une dispute peut-être. Avant que je ne puisse poser la moindre question, elle a raccroché. Ce soir-là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai mal dormi. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, j'ai préparé un panier avec quelques confitures maison, des fleurs du marché et mon vieux châle préféré. Et j'ai pris la route. 2 heures plus tard, la campagne s'étendait devant moi, verte et paisible. Le chemin menant à la maison était bordé de peupliers, exactement comme dans mes souvenirs. Pourtant, en approchant, j'ai senti quelque chose d'étrange. Les volets étaient d'une autre couleur, le portail entrouvert, la pelouse pleine de jouets et de chaises de jardin que je ne reconnaissais pas. Devant la porte, une voiture stationnait, chargée de valises. J'ai d'abord cru qu'il recevait des amis. Mais quand j'ai frappé, ce n'est pas ma fille qui a ouvert. C'était une femme que je n'avais jamais vue. Elle m'a regardé de haut en bas,
avec cette politesse raide qui dissimule le mépris. « Vous êtes » a-t-elle demandé. Je suis restée un instant sans voix, surprise par l'odeur de tabac froid qui flottait dans l'entrée. « Je suis la mère d'Élise » ai-je répondu. Son regard s'est brièvement durci avant qu'elle ne s'efface pour me laisser entrer. À l'intérieur, des voix résonnaient, des rires, des bruits de vaisselle. Et ma fille, au fond du couloir, un torchon à la main, les yeux rouges. Elle a sursauté en me voyant. « Maman ?» À cet instant, j'ai senti que tout ce que j'avais cru faire par amour venait de se transformer en quelque chose d'autre. Le cadeau que j'avais donné venait de se retourner contre celle que j'aimais le plus. La première nuit après cette visite m'a laissé un goût amer que ni le sommeil ni le café du matin n'ont réussi à dissiper. Tout le long du trajet du retour, le visage d'Élise ne quittait pas mes pensées. Ses yeux, surtout. Il disait plus que ses paroles tremblantes, plus que ses sourires forcés. Ce n'était pas la fatigue d'une jeune femme débordée par les travaux ou la vie de couple. C'était autre chose, une peur fine, presque invisible, mais constante. J'aurais voulu lui parler, lui prendre les mains, mais il y avait cette présence autour d'elle. Les voix, les regards curieux, l'air de propriété que j'avais senti chez ces inconnus installés dans ma maison. Oui, ma maison, même si la loi disait désormais le contraire. Pendant plusieurs semaines, j'ai tenté de me convaincre que j'avais mal compris, que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais plus j'appelais, plus je sentais la distance s'élargir. Les premières fois, elle répondait avec un ton pressé. « Maman, je te rappelle, je suis occupée. » Puis c'est devenu des messages courts, sans chaleur. « Tout va bien, ne t'inquiète pas. » J'ai voulu y croire. Je m'en voulais aussi d'avoir débarqué sans prévenir. Peut-être que j'avais exagéré, que ces gens étaient simplement de passage, des parents en visite prolongée. Pourtant, au fond, quelque chose en moi savait que non. Le silence s'est installé peu à peu. Un silence fait de phrases non dites, de week-ends annulés, de fêtes manquées. J'ai envoyé un colis pour Noël, des confitures, une écharpe, une carte écrite à la main. Pas de réponse, ni appel, ni message. Je me suis consolée en me disant qu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient leurs vies à construire. Mais chaque année, quand je passais devant cette maison en photo sur ma cheminée, mon cœur se serrait. Un jour de février, alors que la neige recouvrait les toits de mon quartier, j'ai reçu une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une carte de vœux banale, signée d'un seul mot, Élise. L'écriture était tremblée, étrangère presque. J'ai compris que quelque chose n'allait pas, mais j'ai préféré me taire. Le silence, parfois, on le choisit pour éviter de voir ce qui brûle derrière. Au printemps, une voisine m'a appelée. Elle revenait d'un marché dans le village où se trouvait la maison. « J'ai croisé ta fille, mais elle avait l'air bien maigre, ma pauvre, et il y avait tout un tas de gens avec elle. Je crois que c'était la famille de son mari. Ils parlaient fort, tu sais, comme chez eux. » J'ai remercié, puis j'ai raccroché en essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Les jours suivants, j'ai fouillé dans mes tiroirs jusqu'à retrouver la copie de l'acte notarié. Le papier était jauni sur les bords, mais lisible. Et cette fameuse clause de réserve de jouissance brillait sous mes yeux comme un rappel. J'avais encore des droits sur cette maison. Ce soir-là, j'ai pris un carnet et j'ai commencé à noter des dates, des détails, des souvenirs précis, comme si écrire me donnait la force de comprendre. J'y ai noté. Ne pas oublier qu'on peut tout donner, sauf sa dignité. Au fil des mois, la relation s'est réduite à presque rien. Plus de visites, plus de messages. Je laissais des messages vocaux auxquels personne ne répondait. Parfois, j'entendais sa voix sur la messagerie et je restais suspendue à ce souffle artificiel avant le bip final. C'était absurde, mais c'était tout ce qu'il me restait. Un soir d'été, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité avant de décrocher. C'était Thomas. Sa voix était sèche, distante. « Élise va bien, ne t'en fais pas. Elle est fatiguée, c'est tout. » Je me souviens de la manière dont il a insisté sur chaque mot, comme si c'était une consigne. J'ai essayé de lui poser des questions, il a éludé. « On t'appellera quand ce sera possible. » Puis, le silence. Plus rien. À partir de là, je me suis sentie inutile, effacée. Les mères sentent quand elles deviennent des figurantes dans la vie de leurs enfants. C'est un effacement lent, poli, presque invisible. On ne vous dit jamais « tu n'es plus la bienvenue ». Non. On vous remplace par des silences, par des « plus tard », par des murs de convenance. Je me suis réfugiée dans mes habitudes. Le marché le mercredi, les messes du dimanche, les cafés du matin au coin de la rue. J'écoutais les conversations des autres pour ne pas entendre la mienne.
Mais même au milieu du bruit, il y avait ce vide obstiné qui me suivait. Une fois, j'ai rêvé d'elle. Elle portait la robe bleue que je lui avais cousue pour son bac. Elle riait, debout dans le jardin de la maison, mais autour d'elle, les murs semblaient se refermer. Au réveil, j'ai compris que ce rêve n'en était pas un. C'était un avertissement. Alors j'ai décidé de retourner là-bas, discrètement. Pas pour créer des histoires, non. Juste pour voir, pour me rassurer. C'était un dimanche matin. J'ai pris le premier train, puis un taxi jusqu'au village. En descendant du véhicule, j'ai reconnu le chemin. L'air sentait la menthe sauvage et le bois mouillé. De loin, la maison semblait plus grande, plus entretenue qu'avant. Des rideaux neufs aux fenêtres, une balançoire dans le jardin. Mais quand j'ai approché, j'ai compris que tout avait changé. Il y avait plusieurs voitures garées devant. Des voix s'élevaient, des éclats de rire, puis un cri d'enfant. Je me suis avancé lentement, le cœur battant. En passant la grille, j'ai aperçu Élise sur la terrasse. Elle portait un tablier, les cheveux tirés en arrière, un plateau dans les mains. Autour d'elle, 4 personnes mangeaient, riaient, fumaient. Parmi eux, j'ai reconnu le père de Thomas, cet homme à la voix forte que j'avais croisé au mariage. Il parlait fort, donnait des ordres comme s'il était chez lui. Et elle, ma fille, souriait mécaniquement, posait des assiettes, servait du vin. Quand nos regards se sont croisés, elle a eu un mouvement de recul, presque imperceptible, puis a détourné les yeux. Je n'ai rien dit. J'ai observé un instant, puis je suis reparti. J'ai marché longtemps, sans savoir où j'allais. Tout en moi criait, mais aucun son ne sortait. Ce n'était plus un malentendu. C'était une prise de possession. Ma fille ne vivait plus dans sa maison. Elle y servait. De retour chez moi, j'ai fermé les volets, éteint la lumière et pleuré en silence. Pas de colère, pas encore. Juste une immense fatigue, comme si l'amour que j'avais donné venait de s'écraser contre un mur. Je repensais à Antoine, à la façon dont il disait toujours « On ne perd jamais ce qu'on donne par bonté, on le dépose quelque part. » Peut-être. Mais où étais-je censé déposer cette douleur? Les jours suivants, j'ai observé sans bouger. J'ai commencé à noter les détails que je remarquais. Les publications de Thomas sur les réseaux, où il se vantait de sa maison de campagne, les photos de repas de famille sur cette terrasse qui n'était pas la leur. Élise n'apparaissait presque jamais. Quand elle y était, c'était en arrière-plan, flou, comme effacée. C'est à ce moment-là que j'ai senti la colère naître. Une colère froide, silencieuse, sans éclat. Le genre de colère qui ne détruit pas, mais qui prépare. J'ai rangé les papiers de la maison dans un dossier rouge, soigneusement étiqueté. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que je ne pouvais plus rester spectatrice. Le silence, je l'avais toléré trop longtemps. Ce matin-là, j'ai ouvert les yeux avant l'aube. Le ciel était d'un gris laiteux, traversé par une lumière hésitante qui annonçait le printemps. J'ai préparé un café fort, comme le faisait Antoine, puis j'ai posé la tasse sur la table de la cuisine, face à la fenêtre. Le silence de l'appartement m'a semblé plus lourd que d'habitude, presque hostile. Il n'y avait plus rien à attendre, plus rien à espérer de coups de téléphone ou de cartes postales. Je savais que je devais y retourner. Pas pour demander des explications. J'avais passé l'âge de supplier pour comprendre, mais pour voir. Voir de mes yeux. Je ne supportais plus les suppositions, les doutes, les hypothèses que je fabriquais la nuit. Je voulais la vérité, nue, même si elle devait me blesser. J'ai pris mon vieux sac en cuir, celui qu'Antoine m'avait offert pour nos 20 ans de mariage, et j'y ai glissé quelques affaires, un foulard, un carnet, la clé de la maison. Oui, je l'avais gardé sans savoir pourquoi, et un petit pot de confiture aux abricots. Je l'avais fait pour Élise quelques mois plus tôt. Elle m'avait toujours dit que c'était son parfum d'enfance. J'ai aussi pris un bouquet de pivoine du marché. Ce n'était pas un voyage planifié, plutôt un mouvement instinctif, comme si quelque chose m'appelait là-bas. Le train partait à 9 heures. Dans le wagon presque vide, les sièges sentaient la laine et le café renversé. Les champs défilaient, verts et tremblants, et je me suis surprise à sourire en pensant aux étés d'autrefois. Je revoyais Élise, petite, courir dans l'herbe, les genoux écorchés, criant que les libellules la suivaient. Antoine, lui, riait sur la terrasse, un verre de vin à la main. Nous faisions griller du pain et mangions dehors, même quand il faisait frais. Tout paraissait si simple. Ce souvenir m'a piqué au cœur. J'ai tourné la tête vers la vitre pour cacher mes larmes, même si personne ne regardait. À mesure que le train approchait du village, une étrange appréhension me gagnait.
Je me suis demandé ce que j'allais dire si je la voyais. Tu me manques. Je suis inquiète. Ou simplement, je t'aime. Mais ces mots, je les avais déjà dits tant de fois, dans le vide. Peut-être qu'il n'y avait plus rien à dire, seulement à constater. En descendant du train, l'air m'a saisi, plus humide, plus pur. L'odeur des bois et de la terre mouillée me rappelait tout ce que j'avais perdu. J'ai marché lentement jusqu'à la route qui menait à la maison. Chaque pas résonnait dans ma tête comme un battement de cœur. Le chemin était le même, bordé de peupliers et d'herbes folles, mais il semblait plus étroit, plus envahi, comme si la nature elle-même avait refermé ses bras sur un souvenir qu'elle ne voulait plus me rendre. J'ai aperçu le portail de loin. La peinture bleue, que j'avais choisie avec Antoine, était couverte de taches brunes, rongées par la pluie. Pourtant, la maison, elle, semblait vivante, trop vivante. Des rideaux flambant neufs aux fenêtres, des plantes en pot, un barbecue dans le jardin. Et surtout, des voix, des rires, des voix que je ne reconnaissais pas. Je me suis arrêté à quelques mètres, le cœur battant, puis j'ai poussé doucement le portillon. C'est une femme d'une 50aine d'années qui m'a vu la première. Une inconnue, les mains couvertes de farine, un tablier sur les hanches. Elle m'a regardé avec cette expression qui mêle surprise et irritation. « Vous cherchez quelqu'un » a-t-elle demandé. J'ai senti mes jambes faiblir, mais j'ai gardé le ton calme. « Je cherche ma fille, Élise. Elle vit ici. » La femme a haussé un sourcil, puis a appelé vers la maison. « Thomas, on demande Élise !» Quelques secondes plus tard, mon gendre est apparu, les cheveux en désordre, un torchon sur l'épaule. Son regard a vacillé une seconde, puis il s'est recomposé. « Ah, bonjour. Vous êtes venu sans prévenir ?» Il avait ce ton embarrassé qu'on adopte quand on veut masquer un mensonge. J'ai répondu doucement. Je passais dans le coin. Je voulais voir comment vous alliez. Il a souri. Faux. Bien, bien. Entrez. L'intérieur m'a donné le vertige. Ce n'était plus la maison que je connaissais. Les meubles avaient été changés, mes photos retirées, mes rideaux remplacés. Tout respirait la possession. Une odeur d'huile de friture flottait dans l'air. Sur le canapé, un homme d'une 60aine d'années regardait la télévision. Il a à peine levé les yeux vers moi. À table, 2 jeunes femmes riaient en pelant des pommes de terre. Je ne connaissais aucun de ces visages. « Ce sont mes parents », a dit Thomas d'un ton neutre. J'ai cherché Élise du regard. Elle est apparue au bout de quelques secondes, sortant de la cuisine. Ses mains étaient rouges, mouillées, et ses yeux gonflés. Quand elle m'a vue, elle a figé. « Maman ?» Sa voix s'est brisée sur le mot. Elle a essuyé ses mains sur son tablier, est venue vers moi, mais avant qu'elle ne puisse m'embrasser, Thomas a posé une main sur son bras. « Tu veux bien finir la salade, chérie ?» Elle a obéi sans un mot. J'ai senti une chaleur étrange monter dans ma poitrine. Pas la colère, encore. Plutôt ce mélange d'incompréhension et de douleur qui vous coupe la respiration. « Je ne veux pas déranger, ai-je dit. Je voulais juste vous saluer. » Personne n'a répondu. Je suis resté quelques minutes debout dans le salon, les mains serrées sur le bouquet de pivoine. J'ai remarqué un détail. Sur la cheminée, là où se trouvait autrefois une photo de moi avec Antoine et Élise enfant, il y avait maintenant une image de groupe. La famille de Thomas, tous souriants, bras dessus, bras dessous, devant ma maison. Ce simple cadre m'a frappé comme une gifle. Je me suis tournée vers ma fille. « Tu es heureuse ici ?» Elle n'a pas levé la tête. « Oui, maman. » 3 mots, 3 mensonges. Je me suis approchée d'elle, j'ai posé la main sur son épaule. Elle a tressailli, comme un animal qu'on surprend. J'ai compris. Elle n'avait plus le droit d'être elle-même, pas même devant sa mère. Alors, j'ai pris une inspiration, j'ai souri, et j'ai dit calmement « Je vais partir, mais j'aimerais te voir, seule, un de ces jours. Tu me le promets ?» Elle a hoché la tête très vite, sans oser parler. Quand je suis sortie, la femme au tablier a lancé « Revenez quand vous voulez, madame ». Son ton sonnait comme une moquerie. J'ai répondu « Ne vous en faites pas, je reviendrai ». Elle n'a pas compris ce que je voulais dire. Moi, si. Sur le chemin du retour, mes mains tremblaient sur le volant. Le vent fouettait les champs et j'avais la sensation d'étouffer. J'ai dû m'arrêter sur le bas-côté. J'ai respiré profondément, le front contre le volant. J'ai repensé à tout ce que j'avais donné. L'argent, la maison, la confiance. Et voilà le résultat. On avait effacé jusqu'à mon souvenir de ces murs. En reprenant la route, une idée a commencé à germer. Pas une idée de vengeance. Pas encore. Mais celle de reprendre ma place. Pas par la force, pas par le bruit, mais par le droit et le silence.
Ce silence qu'il croyait m'imposer serait bientôt mon arme. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai ouvert mon dossier rouge. J'y ai glissé la clé de la maison, la copie de la donation et une feuille blanche sur laquelle j'ai écrit « Ils croient posséder, mais ils ne savent pas encore à qui appartient le dernier mot ». Puis j'ai fermé le dossier et l'ai posé sur ma table de nuit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai compris que ce voyage n'était pas un aller simple pour la campagne, mais le début d'un retour vers moi-même. Je suis retournée à la maison 2 semaines plus tard, un samedi matin, sous un ciel pâle et sans vent. Cette fois, je n'avais prévenu personne, pas même Élise. J'avais attendu patiemment que ma colère se refroidisse, qu'elle devienne quelque chose de plus précis, plus aiguisé. J'avais compris que si je voulais découvrir la vérité, je devais l'observer sans qu'on m'y invite, sans qu'on me parle, sans qu'on me joue la comédie de la belle famille aimante. Il fallait que je voie cette maison dans sa vie ordinaire, sans masque, sans après. C'est ainsi que je me suis retrouvée sur la petite route sinueuse qui menait au portail bleu, le cœur serré, mais les idées claires. En approchant, j'ai ralenti. De loin, on aurait cru une maison de vacances animée, joyeuse. Du linge séchait au soleil, des chaises en plastique traînaient sur la pelouse, et un vieux chien dormait sous le figuier. Mais tout semblait trop plein, trop habité, comme une maison à qui on aurait imposé trop de corps et pas assez d'âme. J'ai garé la voiture un peu plus loin, derrière la haie. J'ai attendu, observé. À travers la fenêtre du salon, j'ai vu passer 2 silhouettes. Un homme que je ne connaissais pas, puis cette même femme au tablier, celle qui m'avait ouvert la porte la dernière fois. Ils semblaient à l'aise, chez eux. Un rire a éclaté, celui du père de Thomas, reconnaissable entre mille. Un rire fort, sûr de lui, presque agressif. Il y avait aussi un petit garçon, probablement un neveu, qui courait dans le couloir avec un ballon. Et au milieu de tout cela, Élise, mince, fatiguée, les cheveux attachés n'importe comment, portant un plateau de verre comme une serveuse. Mon instinct de mère a voulu courir, la prendre dans mes bras, lui dire de tout laisser, de venir avec moi. Mais ma raison m'a retenue. J'ai attendu qu'elle sorte dans le jardin, seule. Quand elle l'a fait, un peu plus tard, portant un panier de linge, je suis descendue de la voiture et j'ai marché jusqu'à elle. Le bruit de mes pas sur le gravier l'a fait sursauter. Quand elle s'est retournée et m'a vue, elle a lâché le panier. Les draps blancs se sont éparpillés autour de nous comme des oiseaux effrayés. « Maman », sa voix n'était qu'un souffle. « Ne dis rien », ai-je murmuré. « Je veux juste te parler. » Elle a regardé nerveusement vers la maison. Derrière les rideaux, un mouvement rapide. Quelqu'un nous observait. Alors, elle m'a entraîné derrière la grange, là où personne ne pouvait nous voir. L'air sentait la paille humide et la lessive. « Qu'est-ce qui se passe ici, Élise ?» ai-je demandé doucement. « Pourquoi tu vis avec eux ?» Elle a détourné le regard. « Ce n'est pas ce que tu crois. Alors dis-moi ce que je dois croire. » Elle a mis quelques secondes à répondre. Ses doigts tremblaient quand elle les a passés dans ses cheveux. « Ils ont eu des problèmes, maman. Le père de Thomas a perdu son travail. Il n'avait plus d'endroit où aller. Alors, ils sont venus. Et toi ? Moi, je voulais les aider. C'est temporaire. Je l'ai fixé. Temporaire depuis combien de temps ? Elle n'a pas répondu. Son silence en disait plus que ses mots. Je voyais dans ses yeux cette résignation qui m'a glacée. Ce n'était plus ma fille vive et rieuse. C'était une femme qui marchait sur la pointe des pieds dans sa propre maison. Et ton mari ? Thomas dit que c'est normal d'aider sa famille, que c'est ma faute si l'ambiance est tendue. Il dit que je devrais être plus reconnaissante. Reconnaissante ? Ai-je répété, incrédule. Pourquoi ? Pour qu'ils vivent ici à tes frais ? Elle a levé les mains, suppliante. Maman, ne t'énerve pas. Si tu fais une scène, ils vont se retourner contre moi. Je l'ai regardée longuement. J'aurais voulu lui crier de se réveiller, de reprendre le contrôle, mais je me suis tue. Parce qu'au fond, je savais. J'avais été cette femme-là, autrefois. Celle qui se tait pour ne pas perdre ce qu'elle aime. Celle qui se convainc que le calme vaut mieux que la vérité. Alors j'ai simplement dit « Je comprends ». Elle a baissé la tête et j'ai ajouté « Mais souviens-toi de ce que ton père disait toujours. Quand on laisse quelqu'un piétiner son cœur, il finit par piétiner tout le reste. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix a retenti depuis la terrasse. « Élise, le déjeuner est prêt !» C'était la mère de Thomas, cette voix autoritaire qui couvrait toutes les autres. Ma fille a sursauté. « Je dois y aller. » Elle a ramassé les draps et s'est enfuie presque en courant. Je suis restée seule derrière la grange, le vent jouant dans mes cheveux, les mains vides. J'ai attendu encore quelques minutes avant de revenir vers la maison.
À travers la fenêtre entr'ouverte, j'ai vu toute la scène. Eux, assis autour de la grande table, riant, mangeant. Élise servait, remplissait les verres, se levait sans cesse. Personne ne lui parlait, sinon pour lui demander quelque chose. À un moment, le père de Thomas a dit quelque chose qui a provoqué des rires. Elle a souri timidement, mais son regard s'est figé. Je n'ai pas entendu les mots, mais j'ai compris qu'ils avaient été pour elle. Et j'ai senti, à cet instant précis, une brûlure monter en moi, lente, profonde. Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était une certitude. Il l'humiliait, et elle s'y noyait doucement. J'ai fait demi-tour, et je suis reparti sans qu'on me voie. J'ai conduit jusqu'à la petite auberge du village. La propriétaire, une femme aux cheveux gris, m'a reconnu immédiatement. « Madame Lemoine, vous êtes de retour ? Cela fait longtemps. » J'ai souri tristement. Je venais voir ma fille. Elle a froncé les sourcils. « Ah oui, je la vois souvent passer avec les siens. Une gentille fille, mais elle a l'air bien fatiguée. » J'ai commandé un thé, mais je n'ai pas pu le boire. De ma chambre, on apercevait la maison au loin, entre les arbres. J'ai passé la soirée à la regarder, les lumières s'allumant une à une. À un moment, la fenêtre du salon s'est ouverte et j'ai vu Élise s'y pencher, son visage éclairé par la lampe. Elle avait l'air si seule. Puis quelqu'un derrière elle a tiré le rideau, fermant la scène comme on ferme un théâtre. C'est cette image qui m'a tenue éveillée toute la nuit. Je me suis dit que c'était à moi, désormais, de rouvrir ce rideau. Pas pour jouer un rôle, mais pour remettre un peu de justice là où on l'avait étouffé. Le lendemain matin, j'ai quitté l'auberge à l'aube. Je suis retourné devant la maison, mais je ne suis pas entré. J'ai simplement laissé le bouquet de pivoine que j'avais apporté la première fois sur la clôture, comme un signe, un rappel, une promesse. En reprenant la route vers la ville, je savais déjà ce que je devais faire. Pas un scandale, pas un affrontement, mais une reprise en main. Parce que l'amour n'excuse pas tout, et que la bonté, quand elle est mal placée, devient une forme de faiblesse. Je n'étais plus la mère effacée qui espérait des appels. J'étais la femme qui allait rappeler à tout le monde, calmement, à qui appartenait la clé de cette maison. Quand je suis revenue cette fois-là, ce n'était plus pour observer ni pour chercher des explications. C'était pour comprendre jusqu'où ils étaient capables d'aller. J'avais l'impression qu'un fil invisible me tirait vers cette maison, comme si elle me réclamait, comme si les murs eux-mêmes murmuraient qu'ils étaient fatigués d'être témoins silencieux de cette mascarade. Il faisait une chaleur moite, presque suffocante, et le ciel semblait écrasé par la lumière. J'ai marché lentement sur le sentier de gravier, en sentant chaque battement de mon cœur résonner jusque dans mes tempes. Élise m'avait invité pour un déjeuner en famille. Sa voix au téléphone avait été douce, presque mécanique. « Viens, maman, tout ira bien. » J'avais senti derrière ces mots un mélange de peur et d'obligation. Je savais qu'elle n'avait pas osé refuser quand quelqu'un, sûrement son mari, avait insisté. Alors j'avais accepté, non pas pour eux, mais pour elle, pour la voir de près, pour mesurer ce qui lui restait de liberté. Quand j'ai franchi le portail, j'ai aperçu la famille déjà installée sur la terrasse. Les tables étaient dressées dehors, sous une tonnelle. Thomas riait fort, son père lui tapait sur l'épaule, sa mère donnait des ordres à tout le monde. Élise allait et venait, portant des plats, remplissant les verres, effaçant les miettes, avant même que quelqu'un ne les voie. On aurait dit une domestique dans sa propre maison. Personne ne semblait remarquer la fatigue dans ses gestes, ni la façon dont elle baissait les yeux quand quelqu'un lui parlait. « Ah, la voilà, la généreuse bienfaitrice !» lança le père de Thomas d'une voix trop haute dès qu'il m'aperçut. Les autres rirent. Même Thomas eut un petit sourire. Je sentis ma gorge se serrer, mais je répondis poliment « Bonjour à tous ». J'ai embrassé ma fille, son visage était froid, son sourire contraint. Elle sentait la lessive et la peur. « Installez-vous, Madame Lemoine », dit la belle-mère en désignant une chaise un peu à l'écart, à l'ombre, dos à la table principale. Ce n'était pas un hasard, c'était la place de celle qu'on tolère, pas de celle qu'on honore. Je m'y suis assise sans rien dire. Mon silence, je le savais, était mon seul bouclier. Le repas a commencé. Ils parlaient entre eux, comme si je n'étais pas là. Le père de Thomas racontait ses projets de rénovation, expliquant comment notre maison allait devenir un vrai petit domaine. Ce possessif, notre, me brûla les oreilles. À chaque fois qu'il le prononçait, j'avais envie de frapper du poing sur la table. Mais je me suis retenue. Je l'ai laissé parler, vider sa suffisance, étaler son arrogance. À un moment, il s'est tourné vers moi. « Vous savez, Madame Lemoine,
C'est une chance que vous ayez donné cette maison à des gens capables de la faire vivre. Ce serait dommage qu'un bien pareil reste entre les mains de gens seuls. » Il avait appuyé sur ce dernier mot avec un sourire venimeux. J'ai senti Élise se raidir à côté de moi. J'ai croisé son regard, elle me suppliait du regard de ne rien dire. Alors je n'ai rien dit. J'ai simplement souri. Un sourire tranquille, presque doux. Celui qui fait peur aux imbéciles, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cachent. La belle-mère enchaîna avec un ton sucré. Nous avons même pensé à transformer la petite chambre du fond en débarras. Ce n'est pas comme si quelqu'un en avait encore besoin. Je savais très bien de quelle chambre elle parlait. C'était celle d'Élise enfant. La chambre où chaque mur portait encore un peu de ma peinture, celle que j'avais faite un été où elle avait voulu des étoiles sur le plafond. Il parlait de la transformer en débarras. Je fixais mon assiette pour ne pas laisser la rage se voir dans mes yeux. Élise servait sans s'asseoir, sans manger. Elle coupait le pain, apportait les plats, et à chaque fois que son mari lui disait « merci », c'était avec cette condescendance dégoulinante qui me donnait envie de crier. Elle posait les assiettes avec des gestes précis, presque robotisés. Une fois, elle a renversé un peu de vin sur la nappe. Le père de Thomas a éclaté de rire. Ah, décidément, pas très à droite la petite. Elle a rougi, s'est excusée, a pris un chiffon. Personne ne l'a aidée. Alors j'ai levé les yeux. J'ai planté mon regard dans celui de Thomas. Vous savez, dans cette maison, chaque tache sur la nappe était une preuve de vie. J'en ai connu des dizaines quand Antoine vivait encore. Mais jamais une seule n'a été une honte. Il n'a rien répondu. Il a simplement bu une gorgée de vin en évitant mon regard. Plus le repas avançait, plus je sentais cette tension sous la surface. Il voulait me tester, voir si j'allais craquer, si j'allais réclamer ce que j'avais donné. J'ai compris leur stratégie, me ridiculiser pour mieux effacer mon autorité. Mais j'étais une vieille femme, pas une idiote. J'ai passé ma vie à observer les gens, à lire ce qu'ils ne disent pas. Je savais que la patience est l'arme la plus redoutable quand on veut rendre la honte à ceux qui la distribuent. Alors, j'ai attendu le dessert pour parler. La belle-mère, triomphante, servait une tarte aux fruits en annonçant fièrement « C'est ma recette. Je fais tout ici maintenant, comme chez moi. » J'ai doucement posé ma fourchette et dit, d'une voix égale « Et pourtant, ce n'est pas chez vous. » Le silence est tombé brutalement. Le vent s'est même arrêté, on aurait dit. Thomas a éclaté d'un rire nerveux. « Oh, maman, toujours le mot pour rire. »« Je ne plaisante pas, » ai-je répondu, calmement. « Je vous remercie pour le repas, mais cette maison n'a jamais cessé d'être la mienne. Vous devriez le savoir, puisque j'ai gardé ce droit-là. C'est écrit, noir sur blanc. » Le père de Thomas a froncé les sourcils. « Quoi donc ?»« L'usufruit, » ai-je dit en le fixant. « La clause que votre fils n'a pas lue, visiblement. Celle qui me permet de revenir ici quand bon me semble et d'en décider l'usage. Ce qui veut dire que vous êtes ici par tolérance, pas par droit. » Ah, personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Puis la belle-mère a éclaté d'un rire forcé. « Ah, les vieilles dames et leurs papiers. Vous savez, parfois, il faut savoir tourner la page. » « C'est exactement ce que je compte faire, » ai-je dit. « Tourner la page et décider qui reste sur celle-ci. » Je me suis levée lentement, laissant tomber ma serviette sur la table. Élise me regardait, les larmes aux yeux. J'ai posé ma main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, » ai-je murmuré. « Je vais remettre de l'ordre. » Je suis sortie sans un mot de plus, sous les regards lourds et pleins de haine. Sur la terrasse, j'ai croisé le chien, toujours couché sous le figuier. Il m'a regardé, a remué la queue, comme s'il savait que quelque chose venait de basculer. En montant dans ma voiture, j'ai senti la paix revenir, comme une brise fraîche après un orage. Je n'avais pas crié, je n'avais pas menacé, mais j'avais planté la première graine du déséquilibre. Ils ne savaient pas encore que leur petit royaume de fausse grandeur venait de trembler sur ses fondations. Ce jour-là, j'ai compris que la vengeance, la vraie, ne se crie pas. Elle se prépare, patiemment, en silence. Je ne pensais pas revenir si vite, et pourtant, le lendemain matin, j'étais déjà sur la route. La nuit avait été courte, pleine de pensées qui s'entrechoquèrent dans ma tête comme des pierres dans une rivière agitée. Je revoyais les visages autour de la table, leurs sourires figés, leurs regards pleins de condescendance, et surtout, je revoyais Élise, debout derrière eux, immobile, prisonnière d'un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Je savais qu'après ce que j'avais dit, quelque chose s'était fissuré dans leur façade, et qu'elle, au milieu, allait en payer le prix. C'est pour cela que j'y retournais. Pas pour eux, pour elle.
Quand je suis arrivée, la maison semblait endormie. Le portail était entrouvert. La voiture de Thomas n'était plus là. J'ai traversé le jardin en silence, les herbes hautes caressant mes jambes. Le vent sentait le linge humide et la terre après la pluie. J'ai frappé à la porte. Pas de réponse. Alors j'ai poussé doucement. À l'intérieur, tout était calme, presque trop calme. Les volets étaient à mi-clos et la lumière filtrait en bande pâle sur le sol du salon. Sur la table, les restes du déjeuner de la veille, des verres vides, des miettes, une serviette froissée. J'ai avancé jusqu'à la cuisine. Personne. Puis j'ai entendu un bruit léger, un sanglot étouffé, quelque part à l'étage. J'ai monté les marches lentement, le cœur battant. Chaque craquement du bois me semblait une alarme. Devant la porte de la chambre d'Élise, j'ai frappé doucement. C'est moi. Le silence d'abord. Puis un murmure, à peine audible. « Maman ?» Quand elle a ouvert, je l'ai à peine reconnue. Ses yeux étaient rouges, gonflés, son visage pâle et creusé. Ses cheveux tombaient en désordre sur ses épaules et ses mains tremblaient. Elle portait un vieux pull que je lui avais tricoté il y a des années, délavé, usé au coude. Autour d'elle, la pièce ressemblait à un champ de bataille. Des vêtements en tas, un miroir brisé, des cartons à moitié pleins. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon ange ?» ai-je murmuré en la serrant contre moi. Elle a posé sa tête sur mon épaule et a éclaté en sanglots. Des larmes profondes, étouffées, celles qu'on garde trop longtemps en soi. Je ne l'avais pas vue pleurer depuis le jour où elle avait perdu son père. Elle a essayé de parler, mais les mots sortaient par fragments. Ils m'ont dit que c'était de ma faute, que j'avais créé des problèmes entre eux et toi, qu'à cause de moi, tu voulais reprendre la maison. Je l'ai fait taire d'un geste. Ne les écoute pas. Mais elle continuait, comme si les phrases sortaient d'elles-mêmes, incontrôlables. Ils disent que je suis une ingrate, que sans eux, je ne saurais même pas m'occuper d'une maison, que tu ne m'as jamais appris à être une bonne épouse. J'ai fermé les yeux pour ne pas exploser. Et Thomas ? Elle a secoué la tête. Il ne dit rien. Il me laisse faire. Il ne veut pas de dispute. Il dit que c'est temporaire. Temporaire, ai-je répété avec amertume, comme toutes les humiliations qu'on laisse durer jusqu'à ce qu'elles deviennent une habitude. Elle s'est assise sur le lit, épuisée. Je me suis accroupie devant elle. J'ai pris ses mains. Écoute-moi bien, Élise, ce n'est pas toi qui es en faute. Ce sont eux. Et je ne vais pas les laisser t'abîmer davantage. Elle a relevé la tête, surprise. Tu ne comprends pas, maman. Ils ne partiront jamais. Ils disent que c'est aussi leur maison maintenant, que Thomas a le droit de les loger ici. Le droit ? ai-je murmuré. Ils ne savent pas ce que ce mot veut dire. Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre. L'air frais est entré dans la chambre, chassant un peu de cette odeur lourde de renfermé. En regardant dehors, j'ai vu la cour, le jardin, le figuier sous lequel Antoine aimait s'asseoir. J'ai senti ces mots revenir, ceux qu'il me disait souvent. Ne laisse jamais quelqu'un te voler ta paix, même sous prétexte d'amour. C'est là, à cet instant précis, que j'ai pris ma décision. Prépare tes affaires, ai-je dit. Nous partons. Elle a secoué la tête, paniquée. Non, ils vont se mettre en colère. Et Thomas a déjà choisi son camp. Le tien, c'est avec moi. Elle restait immobile, incapable de bouger. Alors j'ai commencé à ramasser quelques vêtements, des livres, un cadre photo posé sur la table de chevet. Sur la photo, elle et moi, souriantes, bras dessus, bras dessous, devant cette même maison, le jour où je la lui avais donnée. J'ai senti un goût de fer dans ma bouche. Je l'ai glissé dans mon sac. Mais avant qu'on ait pu finir, des pas lourds ont retenti dans l'escalier. Une voix masculine a crié « Élise, qu'est-ce qu'il se passe ici ?» C'était Thomas. Il est apparu dans l'encadrement de la porte, rouge de colère. « Ah, évidemment, je m'en doutais. Vous êtes revenu pour semer la pagaille. » Je me suis tournée vers lui. Calme. « Je suis revenu pour ma fille. »« Votre fille est ma femme, » a-t-il répliqué sèchement. « Et c'est moi qui décide de ce qui se passe dans cette maison. » C'est amusant, ai-je dit doucement, parce que sur le papier, c'est encore à moi d'en décider. Il m'a regardé avec ce mépris qu'ont les hommes qui croient tout posséder. « Vous n'avez aucun droit moral ici. »« Moral, peut-être pas, ai-je répondu. Mais légal, si. » Il a voulu répondre, mais derrière lui, la voix de sa mère a résonné depuis le couloir. « Qu'est-ce qu'elle fait encore là, celle-là » Elle m'appelait celle-là, comme si j'étais un meuble encombrant. Élise s'est levée brusquement. « Assez !» Sa voix tremblait, mais elle avait enfin parlé. « C'est notre maison. Maman a le droit d'être ici. Et vous, partez. » La belle-mère a éclaté de rire. « Oh,
Regarde-la, la petite rebelle. Tu oublies que tout ce que tu as, c'est grâce à nous. Non, ai-je dit en la fixant droit dans les yeux. C'est grâce à moi. Vous vivez ici, grâce à moi. Un silence lourd est tombé. Thomas a serré les poings. Vous devriez partir, Madame le moine, avant qu'on vous y oblige. Essayez donc, ai-je murmuré. J'ai pris la main d'Élise, j'ai ouvert la porte et je l'ai entraînée dehors. Ils ne nous ont pas suivis. Peut-être parce qu'ils savaient, au fond, qu'ils venaient de franchir une limite invisible. Nous avons marché jusqu'à la grange. Comme la première fois, là où le vent emportait les voix. Elle pleurait, encore. Je ne peux pas partir, maman. J'ai peur. Alors reste, ai-je dit. Mais sache que moi, je ne laisserai plus personne poser un pied ici sans mon accord. Je suis rentrée seule. Avant de quitter la maison, j'ai refermé doucement la porte de sa chambre. Ce son sec, précis, m'a semblé résonner dans tout le bâtiment, comme un écho. La chambre d'Élise, celle de son enfance, était redevenue ce qu'elle avait toujours été. Un espace de silence, de promesses et de rupture. En descendant l'escalier, j'ai vu sur la table le dossier rouge que j'avais apporté la veille, celui où j'avais glissé la copie de l'acte notarié. Je l'ai ouvert, j'ai vérifié la clause et j'ai souri. Tout était là, noir sur blanc. Ma sauvegarde, ma preuve, ma revanche. Quand j'ai franchi le seuil, j'ai murmuré « Bientôt, tu seras libre ». Je ne savais pas encore comment, mais je savais que cela viendrait. Parce qu'aucune cage, même dorée, ne peut résister à une mère qui a décidé d'en forcer la porte. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil lourd, sans rêve, la première fois depuis des mois, parce que, pour la première fois, la peur avait changé de camp. Le lendemain de cette confrontation, je me suis réveillée avant l'aube. La lumière grise du matin passait à travers les rideaux de ma chambre, dessinant sur le mur des lignes fines comme des cicatrices. J'ai mis un moment à me souvenir de tout, les cris, la peur dans les yeux d'Élise, le silence pesant de Thomas et de sa mère. Puis, en me levant, mon regard est tombé sur le dossier rouge posé sur la table. Il était là, immobile, comme une présence silencieuse, presque vivante. Le simple fait de le voir m'a apaisé. Il contenait plus que des papiers. Il contenait ma dignité, ma part de vérité, la clé de tout ce qu'il croyait m'avoir volé. J'ai préparé du café, lentement, sans allumer la radio, sans bruit. Je me suis assise, j'ai ouvert le dossier et j'ai relu chaque ligne de la donation. Les mots étaient de clairs, précis, droit d'usage et d'habitation réservés à la donatrice, en pleine propriété de la maison, avec faculté d'annuler la donation en cas de non-respect des conditions. Cette phrase, que j'avais presque oubliée, brillait maintenant comme une lumière nouvelle. Elle me donna une force que je ne soupçonnais plus posséder. Je me souvenais du jour où j'avais signé ce document. Le notaire, un homme au visage sévère, m'avait dit « Madame le moine, on n'est jamais trop prudente. La générosité, c'est une belle chose, mais elle doit savoir se protéger. » À l'époque, j'avais ri. Aujourd'hui, je lui donnais raison. Ce papier, que j'avais rangé sans y penser, devenait ma planche de salut. J'ai décidé d'aller le montrer à quelqu'un qui saurait quoi en faire. Le bureau de mon avocat, Maître Durand, se trouvait à 1 heure de route. C'était un vieil ami de la famille, un homme discret, méthodique, qui avait géré autrefois la succession d'Antoine. Quand je suis entrée dans son cabinet, il a levé la tête de ses dossiers, surpris. « Marie, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène » J'ai posé le dossier rouge sur son bureau. C'est à propos de la maison. Il a feuilleté les pages, attentif, ajustant ses lunettes. Plus il lisait, plus son expression changeait. « Ils vivent là sans ton autorisation ?» J'ai acquiescé. « Et ta fille ?» Prisonnière, de leur bonté hypocrite. Il a refermé le dossier, lentement. « Alors, écoute-moi bien. Tu n'as pas perdu cette maison. Légalement, elle t'appartient encore. Ils peuvent bien la repeindre, la meubler, l'occuper, ça ne change rien. Si les conditions d'usage ne sont pas respectées, tu peux tout annuler. » Ces mots sont tombés comme des pierres dans un lac tranquille. Ils ont fait remonter tout ce que j'avais retenu jusque-là. La colère, la honte, la douleur, mais aussi une clarté nouvelle. J'ai senti mon dos se redresser, mes mains cesser de trembler. « Alors, faisons-le, » ai-je dit. « Pas tout de suite, » m'a-t-il répondu calmement. « D'abord, il faut prouver qu'ils abusent de ta fille, qu'ils détournent le bien de son usage initial. On va documenter tout ça, proprement. Les photos, les témoignages, les preuves. » Je suis rentré chez moi avec une détermination froide. Ce dossier rouge n'était plus un souvenir, c'était une arme. J'ai commencé à tout noter.
la date du déjeuner, les phrases qu'ils avaient dites, le comportement d'Élise, son état. J'ai décrit chaque détail, chaque humiliation. Puis, le dimanche suivant, je suis retournée discrètement au village, cette fois avec mon appareil photo. Je me suis cachée derrière la haie comme une voleuse, mais ce que je voyais valait bien cette honte. Sur la terrasse, il riait, comme toujours. Le père de Thomas donnait des ordres à un ouvrier qui réparait le portail. « Faites vite, cette clôture doit être repeinte avant l'été. » Il parlait comme un propriétaire. Derrière lui, la belle-mère étendait du linge, pendant qu'Élise, en robe de maison, nettoyait les marches à genoux. J'ai pris plusieurs photos. Sur aucune, elle ne souriait. Sur toutes, elle semblait absente, dissoute dans cette vie qu'on lui imposait. Puis j'ai filmé discrètement, à travers le feuillage. J'ai entendu la belle-mère lui dire d'un ton sec « Et n'oublie pas d'aller chercher le pain, il n'y en a plus. Ah, et nettoie la chambre d'amis, ma sœur arrive demain. » Ma sœur. Elle parlait comme si la maison leur appartenait. J'ai refermé la caméra, la gorge serrée. De retour en ville, j'ai imprimé les images. Je les ai rangées dans le dossier rouge, ajoutant un onglet « Preuve ». Ce mot, écrit en capitale, m'a fait du bien. J'avais enfin quelque chose de tangible, une arme contre leurs mensonges. Mais plus que tout, je savais que le moment viendrait où je devrais m'en servir et qu'il ne faudrait pas trembler. Les jours suivants, j'ai observé Élise à distance. Je l'appelais parfois pour entendre sa voix. Elle disait que tout allait bien, mais je savais lire les silences. Son ton plat, ses pauses avant chaque réponse, tout trahissait la peur. « Thomas est stressé », disait-elle. « Ses parents ont besoin de soutien. » Je répondais doucement. « Et toi, qui te soutient ?» Elle ne savait pas quoi dire. Un soir, elle m'a appelé en pleurs. « Ils m'ont dit que tu veux reprendre la maison, que tu veux nous mettre dehors. »« Non », ai-je répondu calmement. « Je veux juste que tu sois chez toi. Mais si je pars, où iront-ils ? Ce n'est pas ton problème. » Elle a sangloté. « Tu ne comprends pas, maman. Si je les mets dehors, Thomas me quittera. Alors, qu'il parte. » Ma voix était dure, même pour moi. Elle n'a pas répondu. Cette conversation m'a hantée toute la nuit. J'ai compris que pour la sauver, je ne pouvais pas lui demander d'agir. Elle était trop brisée, trop épuisée. Il fallait que je fasse le pas à sa place. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à Maître Durand. « Faites les démarches, » ai-je dit. « Je veux reprendre possession de la maison. » Il a soupiré. « Tu es sûr ? » Plus que jamais. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai préparé tout ce qu'il fallait. Les documents, les photos, les témoignages. J'ai retrouvé une vieille voisine du village, Madame Roux, qui venait parfois prêter un coup de main à Élise. Elle m'a confirmé ce que je savais déjà. « Votre fille, la pauvre, elle n'a plus de repos. Elle fait tout ici. Et ces gens-là, ils ne la laissent même pas sortir seule. On dirait qu'elle vit sous surveillance. » Elle a accepté de témoigner. Quand le dossier fut complet, je suis allée au tribunal avec Maître Durand. L'air sentait la poussière et le papier ancien. J'ai signé les formulaires, sans trembler. Chaque signature était comme un pas de plus vers la liberté. En sortant, je me suis arrêtée sur les marches du tribunal et j'ai levé les yeux vers le ciel. Il était clair, presque trop bleu. J'ai murmuré « Antoine, si tu m'entends, je vais la sortir de là. » Le soir même, j'ai reçu un message d'Élise. « Maman, tu as fait quelque chose ? Thomas a reçu une lettre, il est furieux. »« Oui, » ai-je répondu simplement. « Je protège ce qui est à nous. » Elle n'a pas répondu. Je savais que la tempête allait venir. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur. Parce que la vérité, désormais, était écrite. Et parce qu'un papier, signé autrefois dans un moment d'amour, devenait aujourd'hui la preuve que l'amour n'est jamais synonyme d'abandon. Le document oublié n'était plus un souvenir. C'était le début de la fin. La lettre du tribunal était arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. Un simple pli recommandé, une enveloppe blanche qui portait le sceau de la République et, avec lui, le poids du réel. Je savais que de l'autre côté, dans cette maison qu'ils croyaient leur royaume, la nouvelle venait de tomber. Thomas avait dû la lire debout, les yeux écarquillés, sa mère probablement derrière lui, les bras croisés, furieuse d'un pouvoir qui lui échappait. J'imaginais leurs voix se croiser, leurs accusations, leurs tentatives de comprendre ce qu'ils n'avaient pas vu venir. Cela me fit sourire sans joie. C'était une satisfaction froide, mais lucide. Ils allaient enfin devoir m'écouter. 3 jours plus tard, je suis retournée là-bas. Cette fois, je n'avais plus ni hésitation, ni peur. J'avais prévenu Élise, je passe cet après-midi. Elle n'avait pas osé répondre.
Dans son silence, je sentais l'angoisse, mais aussi une forme d'attente, un espoir qu'elle n'osait pas formuler. Je me suis habillée simplement, une robe grise, mes cheveux attachés, le dossier rouge serré contre moi. Je ne venais pas comme une mère suppliant qu'on lui rende sa fille, mais comme une femme décidée à récupérer ce qu'on lui avait volé. Quand j'ai ouvert le portail, j'ai senti que quelque chose avait changé. Le silence du jardin n'était plus paisible. Il était tendu, coupant. La porte était entr'ouverte, comme une invitation ou un piège. En entrant, j'ai trouvé tout le monde réuni dans le salon. Thomas, debout près de la cheminée, une feuille à la main, ma lettre. À côté de lui, sa mère, son père et 2 autres silhouettes que je ne connaissais pas, probablement des cousins venus prêter main forte ou peut-être simplement témoins de ce qu'ils pensaient être un spectacle. Et là, derrière eux, Élise, ma fille, mince, effacée, mais debout. Ses yeux m'ont cherché avant même que je parle. Thomas a pris la parole le premier. « Alors, c'est vrai? Tu veux nous expulser ?» Sa voix était froide, faussement calme. « Pas vous, ai-je répondu. Vous n'avez jamais été ici légitimement. » Le père a ri, un rire nerveux. « Toujours aussi théâtral, Madame le moine. » J'ai posé le dossier rouge sur la table. « Non, juste précise. » Je me suis assise. Ils sont restés debout, comme s'ils pensaient que la hauteur leur donnerait raison. J'ai sorti les documents, un à un, les copies, les photos, les témoignages. Puis, sans les regarder, j'ai parlé. Pas pour les convaincre, mais pour que chaque mot s'enfonce en eux comme une vérité impossible à nier. Quand j'ai offert cette maison, je l'ai fait par amour, pour ma fille, pas pour vous. Vous l'avez transformée en servante. Vous avez profité d'elle, de sa gentillesse, de sa peur de déplaire. La belle-mère m'a coupé sèchement. Elle n'a jamais manqué de rien ici, sauf de respect. Un silence épais a suivi. On entendait le tic-tac de l'horloge sur la cheminée, ce son régulier qui semblait mesurer la lenteur de leur chute. J'ai ouvert la dernière chemise du dossier, celle où se trouvait la copie certifiée de la donation. Je l'ai glissée sur la table, face à Thomas. Lisse, et souviens-toi, j'avais gardé le droit d'usage, ce qui veut dire que cette maison c'est encore chez moi, et que je peux, si je le décide, révoquer l'acte. Il a pâli. Tu bluffes. Et c'est pour voir. Sa mère a levé la voix. Vous n'avez pas le cœur. Vous êtes malade, une vieille rancunière. Vous voulez détruire votre fille. Je me suis tournée vers Élise. Dis-leur, ma chérie. C'est ça que je veux. Te détruire? Elle m'a regardé longtemps sans rien dire. Puis, lentement, elle a hoché la tête. Non. Le mot est tombé comme une pierre dans un puits. J'ai vu les épaules de Thomas se raidir. Son visage se fermer. « Tu te laisses encore manipuler », a-t-il murmuré entre ses dents. Mais elle avait parlé. Une seule syllabe, fragile mais irrévocable. J'ai pris une inspiration. « Vous avez 24 heures pour partir. Je ne veux pas de scandale, pas de gendarmes. Vous ferez vos valises et demain, cette maison sera vide. » La belle-mère a éclaté de rire. « Vous vous prenez pour qui? Vous croyez que vous pouvez tout effacer d'un trait de stylo ?» Je me suis levée, calmement. « Je ne crois rien. J'agis. Et si demain à midi vous êtes encore ici, c'est la police qui viendra vous l'expliquer. » Le père s'est avancé d'un pas, son doigt pointé vers moi. « Vous ne comprenez pas à qui vous parlez. Mon fils a investi ici, il a refait la cuisine, le jardin. Oh, je comprends très bien. Vous avez cru que la gentillesse équivalait à la faiblesse. C'est votre erreur. » Ils parlaient tous en même temps, une cacophonie de voix enragées, tandis qu'Élise, elle, restait figée. J'ai levé la main et tout s'est tu. J'ai dit ce que j'avais à dire. Puis, en me tournant vers ma fille, « Toi, prépare tes affaires. Demain, je reviendrai avec un camion. » Je suis partie sans claquer la porte. La colère, c'est bruyant. La certitude, non. En descendant le perron, j'ai croisé le regard du petit-neveu, celui qui jouait toujours dans le jardin. Il me fixait, sans comprendre. Je lui ai souri. Il allait apprendre un jour que même les vieilles dames ont leurs frontières. Sur le chemin du retour, j'ai senti un calme étrange m'envahir. Je n'avais plus besoin de crier, ni de me justifier. La vérité avait changé de camp. J'avais récupéré ce que j'avais donné, non pas en le reprenant, mais en le redéfinissant. Ce n'était plus une maison. C'était une leçon. Le soir, le téléphone a sonné. C'était Élise. Sa voix tremblait. Ils ont commencé à ranger. « Maman, tu as fait ce qu'il fallait. Je n'ai plus peur. Je n'ai rien dit pendant un moment. » Puis j'ai murmuré « Ce n'est pas fini, ma chérie. Mais tu viens de faire le premier pas. » Le lendemain, à midi, je suis revenue. Le portail était ouvert,
Les voitures chargées. La belle-mère, les bras croisés, me regardait depuis la terrasse. Thomas portait des cartons, sans un mot. Il n'y eut ni cri, ni larmes. Juste cette tension muette, ce mélange de rancune et de défaite. Quand ils furent tous dehors, j'ai avancé jusqu'à la porte. Thomas s'est arrêté à 1 mètre de moi. « Tu n'as gagné qu'une maison », a-t-il craché. « Non », ai-je répondu doucement. « J'ai gagné le silence. » Ils sont partis. Le bruit de leur voiture s'est estompé sur la route jusqu'à disparaître. Je suis resté là, dans le jardin, le vent dans les cheveux, les mains posées sur la rambarde du perron. La maison semblait respirer à nouveau, comme si elle se souvenait de ce qu'elle avait été avant eux. À l'intérieur, tout était sang dessus-dessous. Des assiettes sales, des rideaux arrachés, une odeur de graisse. Mais pour moi, c'était déjà de la lumière. Je suis monté à l'étage, j'ai ouvert la porte de la chambre d'Élise. Elle était vide, mais la fenêtre grande ouverte laissait entrer le soleil. Sur le bureau, un petit papier plié. « Merci, maman. » C'était tout. 3 mots. 3 mots qui valaient des années de silence. Je suis resté longtemps à regarder la mer d'arbres derrière la colline. Le vent emportait la poussière du passé. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri sans tristesse. Parce que je savais qu'à cet instant précis, quelque part sur la route, il comprenait enfin ce qu'il n'aurait jamais dû oublier. Une maison peut être offerte, mais jamais l'âme de celle qui l'a bâtie. Je me souviens du moment exact où tout s'est arrêté. Pas le vacarme des cartons, ni les portières qui claquent, ni le bruit des pneus sur le gravier. Non, je parle du silence après. Celui qui s'installe quand la dernière voix se tait, quand la poussière retombe et que les murs, enfin, respirent à nouveau. Ce silence-là, je l'avais oublié. Il avait le goût du retour. Je suis resté sur le perron, immobile, les bras croisés sur la poitrine, tandis que la voiture de Thomas disparaissait au bout du chemin. Le moteur s'éloignait, s'éteignait, et j'ai senti mes jambes trembler légèrement, non pas de fatigue, mais de ce mélange d'épuisement et de soulagement qu'on ne ressent qu'après une longue tempête. La brise passait entre les arbres, soulevant les feuilles mortes que personne n'avait ramassées depuis des semaines. Je me suis penché pour en ramasser une. Elle était sèche, brune, fragile. Je l'ai écrasée entre mes doigts, lentement. Derrière moi, la porte de la maison grinçait encore, entr'ouverte, comme une blessure mal refermée. J'ai pris une inspiration profonde et je suis rentré. L'air à l'intérieur était lourd, saturé de l'odeur des autres, le parfum fort de la belle-mère, la cigarette du père, les relents de cuisine mal aérés. Tout me paraissait étranger. Et pourtant, chaque pas que je faisais réécrivait quelque chose, effaçait leur présence. Sur la table, il restait un verre à moitié plein, une serviette roulée, un bibelot cassé. Je n'ai rien touché. J'ai juste marché jusqu'au salon et ouvert grand les fenêtres. L'air frais s'est engouffré dans la pièce avec un bruit de délivrance. Les rideaux ont volé, la poussière s'est levée et j'ai eu la sensation étrange d'entendre la maison soupirer. Oui, soupirer, comme si elle aussi avait été tenue captive trop longtemps. J'ai laissé le vent faire son travail, chasser les odeurs, réveiller les planchers. Puis je me suis dirigé vers la cheminée. Là, sur le manteau, il y avait encore la photo de famille qu'ils avaient mise à la place de la mienne. Eux, tous alignés, souriant comme des propriétaires. Je l'ai prise entre mes mains. Pendant quelques secondes, j'ai hésité. Et puis je l'ai déposée doucement dans le feu froid, avant d'y jeter une allumette. La flamme a pris vite, vive, rouge, puis orange, puis noire. Le papier s'est tordu, les visages se sont déformés. Je n'ai pas détourné le regard. Parfois, pour tourner une page, il faut la brûler. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des pas derrière moi. C'était Élise. Je ne l'avais même pas entendue revenir. Elle se tenait sur le seuil, les cheveux attachés à la hâte, les yeux rougis, mais son visage semblait plus calme, presque apaisé. Elle m'a regardé sans parler, puis a posé sa valise dans l'entrée. « C'est fini », ai-je murmuré. Elle a hoché la tête. « Oui, ils sont partis. Et toi, tu restes ? Si tu veux bien. » Je me suis approché d'elle, je lui ai caressé la joue. « Tu n'as plus à demander. » Nous sommes restés un moment là, sans rien dire. 2 femmes fatiguées, mais debout. J'ai vu dans son regard un éclat que je ne lui connaissais plus. Pas de joie encore, mais une forme de liberté naissante, timide, fragile, comme une flamme dans le vent. Elle a regardé autour d'elle. Ils ont tout changé. Alors, on remettra tout comme avant. Tu veux dire, comme quand papa était là ? J'ai souri. Non, mieux.
comme quand nous étions heureuses sans devoir plaire à personne. Le reste de la journée s'est écoulé dans un calme étrange. Nous avons commencé à ranger, à nettoyer, à ouvrir toutes les fenêtres. Chaque pièce reprenait son souffle, chaque objet retrouvait sa place. À un moment, Élise a trouvé, sous un meuble, un petit cadre poussiéreux, une photo d'elle enfant, assise sur les genoux d'Antoine, riant à pleines dents. Elle l'a tenue un instant, puis me l'a tendue. « Tu crois qu'il serait fier de nous ?» Je n'ai pas hésité. Il le serait. Vers la fin de l'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre derrière les collines, j'ai préparé du thé, le même que je faisais autrefois les dimanches d'été. Nous nous sommes assises dans le salon, sur le vieux canapé qu'ils avaient en voulu jeter, celui que j'avais refusé de remplacer. Le silence entre nous n'était plus lourd, il était doux. Puis Élise a parlé d'une voix lente, hésitante. « Quand tu es partie la dernière fois, ils m'ont dit que tu voulais me punir, que tu voulais tout reprendre pour te venger. Et tu les as crus ? Un peu, parce que j'avais peur. Mais maintenant, je comprends. Tu ne voulais pas te venger, tu voulais me réveiller. » Exactement. Elle a pris ma main. Merci. J'ai souri, sans répondre. Ce mot-là suffisait. La nuit est tombée doucement sur la maison. Les grillons ont commencé à chanter dehors. La lumière s'est adoucie. J'ai allumé une seule lampe, celle que j'aimais tant, celle qui donnait à la pièce une couleur d'ambre. Puis j'ai pris le trousseau de clés sur la table. Les vieilles clés d'Antoine, en laiton, lourdes, solides. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, celle que tant d'inconnus avaient franchie sans droit, sans respect. J'ai posé ma main sur la poignée. J'ai regardé une dernière fois autour de moi. Élise m'a suivi du regard. « Tu fais quoi, maman ?»« Je ferme, » ai-je dit. « Définitivement. » J'ai tourné la clé dans la serrure, lentement, jusqu'à entendre ce petit clic net qui résonne comme un point final. Puis j'ai prononcé les 3 mots que j'attendais depuis des mois, ceux qui avaient grandi en moi sans que je le sache, ceux qui résumaient tout, chez moi, enfin. Pas « je t'avais prévenu », pas « je vous l'avais dit », pas même « c'est fini ». Non, 3 mots simples, clairs, pleins de vérité. Chez moi, enfin. Je me suis retournée vers ma fille. Elle avait les larmes aux yeux, mais elle souriait. Et dans ce sourire, j'ai vu tout ce que j'avais voulu sauver. La tendresse, la paix, l'espoir. Nous n'étions plus 2 victimes d'une manipulation. Nous étions 2 femmes qui avaient repris leur place, chacune à leur manière. Le soir, après qu'elle se fût endormie dans sa chambre, j'ai fait le tour de la maison. J'ai passé ma main sur les murs, j'ai caressé le bois de la rampe, j'ai entrouvert les volets de la chambre d'Antoine. L'air de la nuit est entré doucement, portant avec lui l'odeur des herbes et du feu lointain. J'ai murmuré « On est rentré ». Je me suis assise sur le lit et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti cette paix profonde qu'aucun papier, aucun conflit, aucune vengeance ne peut offrir. Une paix simple, nue, qui vient du fait d'avoir tenu bon. Dehors, la lune s'est levée. J'ai entendu un hibou, puis plus rien, juste le souffle du vent à travers les arbres. Et dans ce silence, j'ai su que je n'avais pas seulement récupéré une maison, j'avais récupéré ma vie. Les jours qui suivirent furent d'abord étrangement calmes, presque irréels, comme si le monde retenait son souffle. Après tant de mois de tension, de colère et de peur, je ne savais plus comment vivre sans ce tumulte. Chaque matin, je me réveillais tôt, avant même que le soleil ne perce la brume, et je restais allongée quelques instants à écouter le silence. Ce n'était pas le même silence qu'avant. Celui-ci n'était pas vide, ni lourd. Il respirait. Il me répondait. Il avait la forme d'une paix nouvelle, celle qu'on ne trouve qu'après avoir tout perdu et tout reconstruit de ses propres mains. La maison, peu à peu, reprenait vie, pas dans le bruit, mais dans la lenteur. On aurait dit qu'elle guérissait, elle aussi. Les murs semblaient plus clairs, le bois plus chaud sous mes doigts. L'air y circulait de nouveau, portant des odeurs oubliées, la cire, le linge propre, la soupe mijotée. Les pièces, autrefois pleines de voix étrangères, retrouvaient leur juste écho. Même le plancher, avec ses craquements, semblait me saluer quand je marchais dessus. Je lui parlais parfois, comme à un vieil ami qu'on retrouve après des années. « Tu vois, on a tenu bon ?» Élise, de son côté, changeait, lentement mais sûrement. Les premiers jours, elle restait souvent dehors, assise sur la terrasse, les yeux perdus vers le jardin. Je la voyais respirer comme quelqu'un qui apprend à marcher de nouveau. Elle ne parlait presque pas, mais ses gestes étaient différents, moins pressés, moins craintifs. Elle riait parfois, toute seule,
en arrosant les plantes ou en préparant le repas. De petits rires discrets, maladroits, comme des bulles d'eau qui remontent à la surface. Ces sons-là me donnaient envie de pleurer, non de tristesse, mais d'un soulagement profond. Un matin, elle m'a dit « J'ai rêvé de papa cette nuit. Il réparait le toit et il riait. Il m'a dit « Ne crains plus rien, le vent n'entre plus. » Elle souriait en le racontant, et j'ai su que c'était vrai, d'une certaine façon. Antoine veillait sur nous. Je me suis remise à écrire. J'ai ouvert un cahier neuf, couvert d'une reliure bleue, et j'ai commencé à noter tout ce qui s'était passé. Pas pour la vengeance, ni pour la mémoire judiciaire, mais pour moi, pour comprendre, pour me rappeler que la douceur ne doit jamais rimer avec soumission. J'ai écrit chaque détail, le bruit du gravier sous leurs pas, la lumière dans les yeux d'Élise quand elle a prononcé son premier « non », la sensation du vent dans la maison vide. En écrivant, j'ai compris que tout cela n'avait jamais été une guerre entre eux et moi. C'était une reconquête de mon propre nom, de ma place dans ce monde. Le soir, je préparais du thé, et nous nous asseyions sur la terrasse. Le soleil s'enfonçait lentement derrière les arbres, et le ciel se teintait d'orange, puis de violet. Élise aimait ces moments-là. Elle parlait de projets simples, repeindre les volets, planter un rosier, adopter un chat. Je l'écoutais en silence, savourant la musique tranquille de sa voix. C'était le son du retour à la vie. Un après-midi, alors qu'elle rangeait la chambre d'amis, elle est descendue avec un carton à la main. « Regarde ce que j'ai trouvé. » À l'intérieur, il y avait des lettres, des vieilles factures et un carnet d'Antoine. Sur la première page, il avait écrit « Pour Marie et Élise, quand le temps nous séparera, souvenez-vous, la maison n'est qu'un abri, l'amour est la vraie demeure. » Ces mots m'ont transpercé. J'ai refermé le carnet, les mains tremblantes. Tout ce que nous avions traversé n'était qu'un long chemin pour comprendre cela. Les semaines passèrent. Le village recommença à parler de nous. Certains nous regardaient avec curiosité, d'autres avec compassion. Je savais que des rumeurs circulaient, que Thomas racontait sans doute sa propre version, pleine de mensonges et de demi-vérités, mais cela ne m'atteignait plus. Quand on retrouve la paix, les voix des autres deviennent lointaines, comme un orage au fond de la vallée. On les entend, mais elles ne vous touchent plus. Un jour, Élise est venue me voir avec une idée. Je veux rouvrir la maison pour les autres. Pas comme une pension, non, comme un lieu d'accueil, pour les femmes qui n'ont plus d'endroit où aller. J'ai senti ma gorge se serrer. « Tu veux transformer notre douleur en refuge ?» Elle a souri. « Oui, parce que c'est ce que tu as fait, toi. » Cette phrase, simple, a bouleversé tout mon intérieur. Elle disait sans le savoir que le cycle était bouclé. J'avais donné une maison, elle en ferait un abri. J'avais voulu transmettre un héritage matériel, elle lui rendrait un sens humain. J'ai dit oui, bien sûr. Et dès le lendemain, nous avons commencé à déplacer les meubles, à repeindre, à écrire des lettres aux associations. Ce n'était plus la maison de personne. C'était un endroit pour renaître. Le premier été sans eux fut lumineux. Le jardin reprit des couleurs, les fleurs qu'Antoine avait plantées rejaillirent, comme si elles aussi avaient attendu la paix pour refleurir. Des femmes commencèrent à venir, timidement, pour quelques jours, parfois pour des semaines. Chacune portait son propre silence, son propre fardeau. Je les accueillais comme on accueille la lumière, doucement, sans poser de questions. Elles cuisèrent du pain, lisaient dans le jardin, aidaient Élise à repeindre les volets. Et souvent, le soir, quand la maison s'emplissait de leur voix, je restais sur le seuil, les mains jointes, à regarder la vie reprendre. Parfois, je repensais à Thomas et à sa famille. Je ne savais pas ce qu'ils étaient devenus, et cela ne m'importait plus. J'avais compris qu'on ne gagne jamais contre le mal qu'on affronte. On gagne quand on cesse de lui appartenir. J'avais cessé de leur appartenir. Un soir, Élise est venue s'asseoir à côté de moi sur le banc du jardin. Le ciel était d'un bleu profond, percé de quelques étoiles. Elle m'a pris la main et m'a dit « Tu sais, quand j'étais petite, je pensais que la maison te protégeait. Maintenant, je sais que c'est toi qui la protégeais. Tout ce temps. » J'ai ri doucement. Peut-être que c'est un peu des deux. Le vent se levait, apportant l'odeur du chèvrefeuille et du pain chaud. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai refermée doucement. Ce geste simple ne portait plus de colère. C'était devenu un rituel. Fermer la porte pour garder le calme à l'intérieur, pour que rien d'extérieur ne vienne troubler ce que nous avions reconstruit. Je me suis tournée vers elle et j'ai dit « Tu entends ?»« Quoi ?» ?»« Le silence. Ce n'est pas du vide. C'est la preuve qu'on est enfin chez nous. » Elle a souri, et dans ce sourire, j'ai vu Antoine,
J'ai vu la jeune femme qu'elle redevenait, et j'ai vu la vieille femme que j'étais, apaisée, entière, enfin, à sa place. Cette nuit-là, j'ai dormi la fenêtre ouverte. La lune éclairait le jardin, et le vent faisait frémir les rideaux. Dans la maison, tout était tranquille. J'ai fermé les yeux en murmurant « C'est fini ». Pas un adieu, une reconnaissance, une promesse tenue. Et dans le souffle de la nuit, j'ai cru entendre la réponse de la maison elle-même. Un léger craquement du bois, comme un cœur qui bat. Le recommencement n'était pas dans les murs, ni dans les papiers. Il était là, dans ce battement, dans ce silence vivant, dans cette paix que rien, désormais, ne pouvait me reprendre.